Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est avec un plaisir toujours renouvelé de vous voir aussi nombreux à nos conférences. Cette conférence qui pour nous est quelque peu spéciale, pour ne pas dire triste. En effet, c'est notre dernière conférence pour le mandat 2016. Ainsi, avec cette conférence s'achève un mandat incroyable, pour être modeste, qui aura vu ici 8 conférenciers, qui aura organisé 2 concours d'éloquence, qui aura sillonné à travers l'Europe pour représenter tel ou tel pays, à la fois à Bocconi ou à Oxford au cours de simulations ONU, et enfin qui aura créé un festival culturel du nom d'Emera, qui ne demande qu'une chose, d'être pérennisé par ses successeurs. Ainsi, mon allocution sera courte et mes remerciements ciblés. Tout d'abord, je voudrais remercier une grande et une belle dame, Audencia Business School. Merci beaucoup de nous avoir donné les moyens techniques et financiers qui, après des années de classe préparatoires où nous étions dans nos réflexions, dans nos livres, nous sommes livrés enfin à l'action et au débat avec des personnalités que nous avions déjà rencontrées dans les lettres et que nous avons vues ensuite physiquement. Merci donc encore à toute l'équipe de l'Audencia Business School qui nous a soutenus. Merci beaucoup. Enfin, en nous développant l'esprit, nous sommes également rapprochés les cœurs. Les cœurs avec une équipe qui, à la base, est simplement organisée de manière hasardeuse. 30 personnes qui étaient prises dans une association, qui certes avaient des liens intellectuels, mais pas encore des liens d'amitié. Et ces deuxièmes remerciements vont donc à toute l'équipe d'Isegoria 2016, sans qui cette aventure n'était pas seulement intellectuelle, mais également humaine. D'esprit, nous nous sommes rencontrés des amis. Merci encore beaucoup à tout le mandat 2016 et à mes amis. Maintenant, je tire ma révérence, tout comme le mandat 2016, et je vous laisse apprécier cette dernière conférence que nous espérons. Vous allez avoir autant de plaisir que nous avons eu à l'organiser ainsi toute l'année. Merci à vous également. La numérisation des archives, la formation, l'enseignement, la recherche. Qu'il nomme à la tête de l'INAS, qui avait fait pas mal de vagues à l'époque. L'association de lutte contre la corruption Anticor avait vu dans cette nomination un risque de conflit d'intérêts. Mathieu Gallet était au cabinet de Christina Banel au ministère de la Culture. C'est lui qui était en charge de la mise en œuvre de la fameuse loi sur l'audiovisuel supprimant la pub à France Télé et surtout cette loi qui donnait au président de la République Nicolas Sarkozy le soin de nommer les PDG de France Télé et de Radio France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence toute particulière. Comme l'a dit Louis, il est l'heure pour nous de baisser le rideau, de remercier les membres d'Isagoria, qui sont par ici d'ailleurs, pour cette belle saison qui nous a été rendue possible, et aussi de transmettre à un nouveau mandat les clés de cette belle association. Les conférences reprendront donc en janvier avec une nouvelle équipe et un tout nouveau bureau. Monsieur Gallet, bonsoir. Vous avez accepté de venir ce soir débattre avec nous du rôle du service public dans les médias en France. Mais revenons d'abord sur votre parcours qui apparaît inouï. Car depuis 2014, vous êtes à 38 ans le plus jeune PDG que Radio France ait connu. Après un passage à l'IEP de Bordeaux, vous avez poursuivi avec un DEA en analyse économique des décisions publiques et vous avez débuté, tout d'abord, votre carrière dans le privé. Contrôleur de gestion chez Canal+, responsable de l'administration des ventes chez Pathé. Puis c'est en 2006 que vous changez brusquement de trottoir puisque vous décidez de partir travailler dans le public où vous devenez conseiller technique chargé de l'audiovisuel et des nouvelles technologies auprès de François Loss. Puis vous rejoignez ensuite le ministère de la Culture et de la Communication où vous devenez conseiller chargé de l'audiovisuel. En 2010 commence une aventure car vous êtes choisi pour devenir le PDG de l'INA où vous engagez une numérisation des supports toujours dans le but de démocratiser l'accès à la culture. En 2014, vous présentez votre candidature auprès du CSA pour devenir PDG de Radio France. Votre nomination est du reste inattendue mais plébiscitée par l'ensemble du jury. Vous êtes le choix de l'audace et du dynamisme. Le jury voit en vous la personnalité qui s'apprête à révolutionner le paradigme de Radio France en faisant basculer la Maison Ronde dans le monde du numérique. Vos résultats sont exceptionnels car en ce mois de novembre, on dénote une progression historique de l'audience de Radio France. Monsieur Gallet, qu'avez-vous fait ? Votre pragmatisme et votre réalisme sont-ils à la source de cette réussite ? Ou est-ce encore votre clairvoyance qui d'ailleurs vous fait dire que l'on tente à réduire l'audiovisuel public au sujet que le privé ne traite pas, autrement dit le culturel ? Ou est-ce ce constat que vous faites, celui qui souligne que le rôle démocratique du service public dans les médias en France tend à être oublié ? Il est donc légitime de demander à l'homme averti que vous êtes comment les services publics peuvent-ils aujourd'hui jouer un rôle pertinent dans la vie des médias, se faire le décrypteur et le relais fidèle des informations. Votre présence ce soir nous permettra donc de comprendre ce que vous avez déclaré, que les médias publics sont les gardiens du monde démocratique. Monsieur Gallet, la parole est à vous. Merci, bonsoir. C'est très sympa de m'inviter à votre pot de départ, en fait. Je ne savais pas, c'est chouette. En tout cas, merci pour votre invitation. J'y avais répondu favorablement l'an passé. Je n'ai pas pu être avec vous au mois d'octobre, puisqu'on fêtait les 70 ans de la maîtrise de Radio France, qui est le cœur d'enfant de Radio France. Et donc ma présence était requise à Paris, mais j'ai tenu à honorer cet engagement auprès de vous aujourd'hui. Alors vous m'avez interrogé sur les médias publics et sur le rôle des médias publics dans le monde médiatique et plus largement, je veux dire, dans le rôle politique au sens noble de la politique, pas du rôle partisan évidemment, mais de l'inclusion, de l'insertion dans une société et du rôle que nous, médias publics, pouvons jouer. Donc avant de discuter avec vous, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est l'échange, je voulais juste rapidement, en 3 points, vous présenter Radio France, parce que je ne suis pas sûr que, vu l'âge que vous avez, vous soyez tous des grands consommateurs de Radio France. En fait, si je viens en plus accompagné du directeur du marketing et du développement de Radio France, Serge Chic, qui était dans votre école cet après-midi, c'est pour vous convaincre, j'espère, de devenir des publics, plus que des auditeurs, et on en reparlera de la radio, c'est aussi mon rôle. Je vous parlerai aussi du rôle de Radio France en tant qu'acteur dans le débat démocratique, notamment à travers l'information. Et puis j'élargirai le propos en parlant du rôle qui est le nôtre dans la société complexe dans laquelle on se trouve et du rôle social, du lien social, finalement du vivre ensemble auquel les médias publics et singulièrement Radio France souhaitent contribuer. Tout d'abord, le rôle de Radio France, vous décrire, même si vous avez dû être tous hyper préparés face à cette conférence, et je trouve que vous êtes très nombreux pour
pour un mercredi aussi tardivement, comme quoi les étudiants sont beaucoup plus sérieux aujourd'hui qu'ils n'étaient à mon époque. Vous parlez donc de Radio France. Donc Radio France, vous l'avez dit, c'est le premier groupe radiophonique en France aujourd'hui, et les résultats sont tout frais, puisque vous savez que la radio est mesurée tous les 2 ou 3 mois par vague, et la dernière vague date du 18 novembre dernier, et pour la première fois, Radio France a réuni 25% de part d'audience de la radio en France. La radio en France, c'est environ 8 Français sur 10 qui écoutent chaque jour au moins une fois la radio. C'est une tendance qui est plutôt à la baisse, et je pense qu'on pourra en reparler dans nos échanges. Donc on fait 25% aujourd'hui de cette audience, c'est un record historique. On a gagné en un an 787 000 auditeurs. Depuis 2014 et mon arrivée, parfois il ne faut pas être trop modeste, rappeler quand même aussi le chemin parcouru, nous avons gagné sur France Inter par exemple 25% d'audience en plus, sur France Musique 14%. Au total, nous avons gagné 1 300 000 auditeurs de plus en 2 ans et demi. C'est de façon constante, malgré le conflit social qui a fait beaucoup parler de Radio France au mois de mars-avril 2015. Nous nous sommes inscrits vraiment dans une phase de conquête. Pour nous, plusieurs défis face à ces résultats qui sont évidemment plus qu'encourageants. Le défi du vieillissement des audiences et donc de la place du jeune public. Alors quand je dis jeune public, c'est moins de 49 ans, donc vous avez encore du temps pour arriver sur nos audiences. C'est la démultiplication de l'offre aussi qui est un enjeu pour nous, l'offre de contenu à travers aujourd'hui les plateformes de partage, à travers ce qu'on appelle les nouveaux médias, mais qui se déclarent non médias, je pense aux réseaux sociaux. C'est l'évolution, enfin, des modes de consommation avec l'arrivée de la réécoute, des podcasts et la place prépondérante que prend l'image dans notre société et particulièrement auprès de vos publics, ce qui est un défi pour un groupe de radio. Pour toucher ces jeunes publics, pour limiter ce vieillissement, nous avons repositionné nos chaînes. C'était le premier travail auquel nous nous sommes attelés dès le mois de mai 2014, et notamment en repositionnant le Move, qui est devenu Move, qui était la radio jeune du service public, créée en 1998 et qui depuis avait singulièrement vieilli dans ses cibles. Nous avons souhaité repositionner Move sur les cibles des 13-24 ans, autour de la musique et plus particulièrement des musiques dites urbaines, donc hip-hop, R&B. D'ailleurs, je suis très content puisqu'à la sortie de la gare tout à l'heure, vraiment vous faites bien les choses à Nantes, il y avait une magnifique pub pour Move, ta radio hip-hop, donc ça fait plaisir, voilà la communication. Je vois où passent nos investissements en communication en fin d'année et c'est tant mieux. Sur le 1 300 000 auditeurs que nous avons gagnés depuis notre arrivée à Radio France, ce qui est assez encourageant, c'est que 330 000 sont des jeunes de 13 à 34 ans. Alors il n'y a pas que Move, évidemment, qui a contribué, et je vais en reparler, mais ça fait évidemment partie de notre stratégie. Nous avons ensuite souhaité nous adapter aux nouveaux usages de la radio avec des contenus qui aujourd'hui, je l'ai dit, sont disponibles de façon démultipliée, souvent d'ailleurs par des intermédiaires. Je pense aux agrégateurs de radio, mais je pense aussi aux plateformes de partage, aux réseaux sociaux. Donc nous avons dû réorganiser notre propre offre numérique, notamment autour de l'expérience utilisateur. Ça paraît assez basique de le dire, mais nous avons dû adapter nos formats, avoir des sites qui soient en responsive design, d'avoir des applications qui aujourd'hui se sont modernisées aussi. Nous avons, il y a quelques semaines, repensé toute l'offre numérique de France Musique. Dans 15 jours, nous aurons les premières web radios autour de la musique classique et du jazz sur France Musique, comme nous l'avons fait avec FIP. Et ici, à Nantes, nous sommes dans un berceau de FIP. Nous avons une communauté de FIP très, très active et probablement nos plus belles audiences en FM de FIP à Nantes, mais nous avons continué à développer notre offre via les web radios de FIP depuis le mois de janvier dernier, et c'est aujourd'hui un vrai succès pour nous.
Nos succès, ils passent, donc je l'ai dit, par le développement d'une offre numérique. Quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer. Aujourd'hui, Radio France, c'est 30 millions de visites par mois, c'est 27% de plus sur un an. 43 millions de podcasts sur un an, c'est plus de 70% d'augmentation. Rien que France Inter, c'est plus de 24 millions de podcasts au mois d'octobre dernier. Et France Culture, 15 millions. Nous avons donc 32 millions de vidéos vues chaque mois. Et aujourd'hui, le classement des radios en ligne qui a été réalisé il y a la semaine dernière, Serge, place Radio France comme deuxième groupe radiophonique derrière le groupe Énergie, qui a une présence ancienne et forte à travers ses très très nombreuses web radios. Donc Radio France a beaucoup moins de présence, beaucoup moins de web radios. Je l'ai dit, on en a 6 aujourd'hui sur FIP, ce qui veut dire que nos radios traditionnelles, de par leur présence numérique, arrivent à avoir une très belle performance. France Inter, par exemple, est aujourd'hui la deuxième marque radio numérique et FIP est la troisième. Alors, après avoir présenté rapidement le groupe, vous dire, puisque c'est l'objet du sujet de ce soir, quel est le rôle qu'un média public comme Radio France peut jouer dans le débat démocratique. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet à la rentrée dans une tribune dans Le Monde, et notamment quel est le rôle d'un média public à travers son offre d'information. Vous avez dû probablement, enfin j'espère, ne pas louper l'ouverture de France Info, la nouvelle offre numérique que nous avons mis en place avec France Télévisions, France Média Monde et l'INA depuis le 1er septembre. À partir de notre radio France Info, qui fêtera en 2017 ses 30 ans, nous avons souhaité élargir cette expérience autour de l'information en continu en étant en plus une offre numérique qui existait depuis 5 ans, qui était France TV Info, mais que nous avons quelque part revampée, et le développement de cette offre à travers une chaîne de télévision en TNT sur le canal 27, pour ceux qui n'auraient pas encore mis à jour leur téléviseur, France Info. Donc autour d'une marque globale qui est définitivement orientée, pensée pour le numérique, et qui vient finalement enrichir l'offre d'informations en continu. C'est vrai qu'une de nos critiques, des critiques qui étaient faites à cette proposition, c'est de dire qu'il y a déjà 3 chaînes de télévision d'infos en continu. Qu'est-ce que le service public va faire dans cette affaire? On n'a pas besoin du service public. Moi, j'ai considéré, et Delphine Ernotte, avec qui nous avons fait cette proposition, c'était une anomalie que la France soit le seul pays en Europe où le service public soit absent de l'information en continu. Tous les grands pays européens, je pense bien sûr au Royaume-Uni, à l'Italie, à l'Allemagne, à l'Espagne, ont des chaînes d'infos en continu portées par le service public. Ce n'était pas le cas en France pour des raisons politiques, pour des raisons qui étaient finalement devenues historiques. En même temps, quand vous arrivez dans un marché qui est déjà largement couvert, vous avez besoin d'être forcément différent. Et pour être différent, nous avons eu plusieurs postulats de départ. Le fait que cette chaîne n'aurait pas de publicité. Et c'est vrai que par rapport aux offres privées, c'est un marqueur fort. Et le fait que la forme de la chaîne soit pensée autour du numérique, autour de la mobilité. Donc en fait qu'on soit sur une chaîne qui essentiellement est destinée à des terminaux mobiles, des smartphones ou des tablettes. Et donc d'avoir un style, une écriture avec beaucoup de texte, avec pas forcément parfois de son, avec des codes qui sont assez différents. Et puis la troisième différence, bien sûr, la plus importante, c'était celle de l'offre. En se disant, l'utilité d'une offre pareille, c'est d'apporter un éclairage, d'apporter des informations qui soient différentes. Et c'est vrai que l'association avec France 24 et avec l'INA nous permettait d'avoir une couverture internationale beaucoup plus importante de par le réseau de France 24 que ce que les chaînes privées peuvent offrir. Et avec l'INA, nous avions la possibilité d'avoir une actualité éclairée par l'histoire. Alors l'histoire récente, puisqu'au fond, la télévision, ou même si on remonte aux actualités cinématographiques,
on va jusqu'aux années 40, mais ça permet effectivement d'apporter un éclairage sur l'actualité d'aujourd'hui à travers l'histoire. Et puis, les forces de nos entreprises, que ce soit France Télévisions ou Radio France, ce sont nos réseaux en région, France 3 pour France Télévisions, France Bleu pour Radio France, et c'est aussi l'outre-mer avec tout le réseau des outre-mer premières porté par France Télévisions, ce qui permet aujourd'hui d'avoir sur une chaîne nationale comme France Info une actualité ou un rendu de l'actualité d'outre-mer ou des régions beaucoup plus importante que ce que vous pouvez voir sur nos concurrents privés. Tout cela, dit comme ça apparaît aujourd'hui assez simple, puisque finalement nous étions en temps et en heure au rendez-vous que nous étions fixés au 1er septembre. Il faut vous dire qu'on a fait cette offre en l'espace de moins d'un an, puisque nous avons pris la décision avec Delphine le 1er septembre 2015, le temps que les équipes se rencontrent, qu'on travaille sur le produit, qu'on recherche les expériences qu'on a pu trouver à l'international. Je pense notamment en Belgique, où nous sommes allés voir la RTBF, qui avait déjà lancé un projet finalement d'offres communes radio et télé autour de l'information. Au fond, on a eu moins de 9 mois pour porter cette chaîne et cette nouvelle offre sur les fonds baptismaux. J'avoue que même si on n'a pas douté, et depuis le début on a eu une conviction forte avec Delphine que cette offre, elle répondait à, non pas une attente, parce que c'est vrai qu'il y avait déjà des chaînes existantes, mais finalement à une sorte d'angle mort de certains sujets qui n'étaient pas traités ou qui étaient traités avec un style, avec un ton, avec une rythmique qui parfois est à la frontière entre l'information et l'infotainment, d'avoir une logique qui est celle du service public, donc une logique très professionnelle. Je ne dis pas que les autres ne sont pas professionnels, au contraire, je crois que le succès qu'on peut voir des chaînes d'information en continu ne sont pas le fruit du hasard, mais d'avoir finalement un prisme plus large dans le temps, un prisme plus large aussi dans l'espace, parce qu'on se mettait à 4 et qu'on réunissait les forces de l'audiovisuel public autour de ce projet, sans fusionner les structures. Parce que je pense que là aussi, si on avait commencé à se dire, alors on va faire un GIE, un GIP, une joint venture, que sais-je, je pense qu'on en serait encore à débattre du pourcentage des parts des uns et des autres. On en serait encore au énième CHSCT, au énième comité d'entreprise. Et donc finalement, nous avons décidé de porter ce projet en mode projet, avec l'agilité que le mode projet permet. Et ensuite, je ne dis pas que l'intendant suivra, mais on s'est dit que finalement, l'organisation arriverait après le projet, après l'offre qui devait être tournée vers le public, vers les utilisateurs. C'est un projet qui est assez inédit, même totalement inédit dans le secteur de l'audiovisuel public. Et je crois que si on regarde le secteur des entreprises publiques en général, c'est aussi un projet qui est inédit. Il y a bien sûr des exemples, je pense à Airbus, l'ex-EADS, je pense à Areva. Alors on peut se poser aujourd'hui la question du succès d'Areva, qui était effectivement comment réunir des entreprises publiques dans un domaine partagé, ou en tout cas en frontière, autour de structures. Mais pour la première fois, nous n'avons pas une structure unique, nous avons un projet unique porté par des sociétés différentes, avec des compétences différentes, mais complémentaires. Il y avait un enjeu aussi pour nous, et c'est là où on en vient aussi au rôle démocratique qui nous est assigné. C'était aussi un enjeu de modernisation de nos entreprises. Parce que, voilà, je pense qu'on peut le deviner, il y a des lourdeurs dans les entreprises d'une taille, et ça, je pense que ce soit public ou privé, à partir d'une certaine taille, une organisation a ses rigidités. Il y a 10 000 collaborateurs à France Télévisions, il y en a près de 5 000 à Radio France. Donc c'est vrai que il y a des difficultés à faire évoluer ces structures, alors que nous sommes dans des marchés qui évoluent très vite, notamment sous le poids des changements technologiques ou des changements d'usage. Derrière ce projet France Info, il y a clairement aussi une volonté de faire évoluer nos métiers, nos compétences, de moderniser
nos modes de fonctionnement. Il y a eu un exemple, moi je trouve formidable, qui a été fait les 2 derniers dimanches pour couvrir la primaire de la droite et du centre, où France 2 a souhaité utiliser le grand studio de France Info, donc côté télévision, en s'appropriant finalement les codes, les modes de réalisation de France Info pour une grande soirée spéciale sur une grande chaîne comme France 2, et qu'en contrepartie, France Info, côté Radio France, sur le plateau côté Radio France, a assumé un média qui était à la fois une antenne de radio, une chaîne de télévision et bien sûr un site internet depuis Radio France. Nous l'avons fait en 4 jours pour le premier débat. C'était perfectible, même si c'était déjà, je trouve, une prouesse. Et nous l'avons fait encore dimanche dernier, où nous avions les journalistes de la rédaction de France Info, côté Radio France, qui couvraient l'événement avec les techniciens de France Télévisions et les moyens techniques de France Télévisions. Ça n'a pas fait que des heureux. On a eu dès le lundi un petit tract sympathique dans la maison, mais quelque part pour montrer que finalement, nous avions des compétences qui étaient complémentaires et qu'en mettant ces compétences ensemble, nous pouvions apporter une offre qui sinon n'aurait pas existé. C'est-à-dire qu'on a eu finalement un élargissement de l'offre pour couvrir cet événement politique avec une soirée sur France 2, une soirée sur France Info qui était à la fois la radio, la télé, le site internet. Donc là, on est vraiment dans l'ajout de compétences, de moyens, de savoir-faire pour finalement proposer au public au pluriel, une offre supplémentaire qui doit leur permettre effectivement de se faire une opinion. Enfin, voilà, c'est finalement le dernier point de ma présentation, c'est de vous dire quel est le rôle qu'un média public doit, selon moi, jouer dans la construction d'un espace social, dans la construction d'un espace culturel commun, au moment où finalement il y a toujours, c'est pas nouveau, mais sous le poids des réseaux sociaux aujourd'hui, une accélération d'un rapport peut-être plus fermé, plus autour de communautés qui est en train de se faire, et que quelque part les médias de masse, et singulièrement les médias de service public, doivent permettre d'ouvrir ce champ social, d'ouvrir l'espace social au sein de nos sociétés. C'est une responsabilité qui nous est singulière parce que le service public, il est financé par de la ressource publique, et donc il doit être là pour apporter une offre que le marché à lui seul ne couvrirait pas, même si je suis clairement en opposition avec une vision du service public qui serait juste là pour faire ce que le service privé, le service commercial ne fait pas. Il y a quelque part notre mode de financement et notre raison d'être, elle est aussi de pouvoir proposer une offre et une diversité dans l'offre que le marché à lui seul ne peut pas couvrir. Ce rôle-là, je crois que Radio France l'assume particulièrement bien autour de son offre en matière d'information, je l'ai dit, en matière de transmission sur les savoirs, sur la connaissance, sur la culture. Je veux dire, quel est l'endroit aujourd'hui dans l'espace médiatique où chaque jour vous avez une émission consacrée aux sciences sur une grande chaîne, et je pense évidemment à France Inter. Nous avons fêté, là, dans les jours prochains, nous allons fêter les 10 ans de La Tête au carré. Tous les jours, c'est une émission en direct qui est très podcastée par ailleurs sur les sciences. Quelle est l'émission ? Quel est l'endroit où tous les jours vous avez une émission consacrée à l'histoire ? Je pense à la Fabrique de l'Histoire tous les jours sur France Culture, une émission consacrée à la philosophie, qui est une des émissions d'ailleurs les plus podcastées de Radio France, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Et je pourrais bien sûr démultiplier les exemples. À côté de ça, dans cette offre des savoirs, nous avons aussi une ambition et une mission en matière culturelle. J'ai parlé de la musique en parlant de Move, mais au fond, c'est toutes les musiques qui sont très présentes sur les ondes de Radio France. C'est un de nos engagements de soutenir la création musicale, les nouveaux talents français et francophones. France Inter était la chaîne qui a lancé Christine and the Queens. Moi, je venais d'arriver depuis 15 jours
à Radio France quand on m'a dit, voilà, on fait un premier concert d'une jeune artiste en développement, venez voir, on fait un showcase. Alors à Radio France, puisqu'on est dans le service public, il faut parler en français, on appelle ça un concert privé. Mais bon, c'était un showcase avec Christine and the Queens, qui a été porté dès les premiers jours par France Inter avec le succès que nous connaissons. Mais c'est aussi des musiques plus rares. Alors le jazz, évidemment, ça c'est toujours un sujet très présent sur FIP, très présent aussi sur France Musique, et l'ensemble des musiques dites plus savantes, ce qu'on considère ou qu'on raccourcit autour des musiques classiques. Et c'est vrai qu'il y a Radio Classique qui fait un travail formidable, mais d'un autre côté, vous avez France Musique qui vous permet de couvrir un espace-temps en matière de musique qui va des chants grégoriens jusqu'à la musique contemporaine, ce que notre compétiteur privé ne fait pas. Donc aujourd'hui, une responsabilité aussi en matière de soutien à la musique classique à travers nos orchestres, puisque vous savez que Radio France, donc j'ai dit, il y a une maîtrise, donc un chœur d'enfants, un chœur professionnel et 2 orchestres symphoniques qui trouvent en plus son accomplissement dans une activité culturelle, de producteur culturel qui se fait dans l'auditorium et le grand studio, le studio 104 de Radio France, qui fait que tous les ans, aujourd'hui, nous avons environ 200 000 spectateurs qui viennent à Radio France pour pouvoir écouter et vivre la musique dans un rapport physique, en fait, d'une salle de spectacle. C'est finalement le deuxième métier de Radio France, qui est celui de producteur de spectacle. Tout ça pour conclure et vous dire qu'entre nos missions d'information, nos missions culturelles, la mission de divertissement, parce que vous savez, c'est les 3 triptyques classiques de l'audiovisuel public, qui d'ailleurs sont tout simplement inspirés de la BBC, informer, cultiver, divertir, contribuent à ce rôle qui est le nôtre, de créer du lien social. Je ne pourrais pas conclure sans parler évidemment du rôle particulier que joue un réseau d'information locale comme est France Bleu, d'information, mais aussi de divertissement. Ce réseau des 44 locales de France Bleu est là aussi pour nous permettre de continuer à faire vivre ce lien social au plus près de nos territoires, dans leurs différences aussi. Au fond, l'ensemble de ces missions-là, elles sont pour un média de masse comme nos radios, c'est un moyen, me semble-t-il, de renforcer ou en tout cas de consolider le socle commun qui doit être celui d'un pays, celui d'une nation. Alors ça fait peut-être un peu vieux jeu de parler de ça, mais je crois qu'au moment où nous sommes dans des interrogations fortes sur qu'est-ce qu'être les identités françaises, qu'est-ce qu'être français, qu'est-ce qu'être français dans la mondialisation, dans la globalisation qui est la nôtre, le rapport à la culture, le rapport à la langue, le rapport à notre histoire, le rapport finalement à tout ce qui fait ces références communes, qui fait ce vivre ensemble aussi français, cet ensemble, ce socle de valeurs. Nous sommes là pour le porter, pour le défendre dans une acception pluraliste, évidemment, plurielle, pour pouvoir à la fois représenter, à la fois être le reflet de la diversité de cette société française dans un monde globalisé, et en même temps pour pouvoir créer ce lien qui tend à se distendre. On le voit, je pense que ce sera dans les sujets importants de la campagne qui va s'ouvrir. Et notre rôle, finalement, c'est de pouvoir faire que chaque Français qui nous écoute, qui nous regarde aujourd'hui, qui nous consulte à travers les plateformes de partage, les réseaux sociaux, puisse potentiellement trouver de l'intérêt, on le souhaite, et puisse, au fond, se forger ses propres opinions, développer son sens critique, puisse prendre du plaisir aussi, parce que je pense que ce qui fait l'identité française, c'est aussi cette notion de plaisir à travers notre offre, et que quelque part, nous contribuons le plus possible à retisser ce lien social. Et c'est pour ça que le service public, il doit être un service public au service de tous les publics, il doit être un service public tourné vers le public,
il doit être un service public qui fait une audience de masse et pas un service public replié sur lui-même. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, en espérant pas avoir été trop long et pouvoir échanger maintenant avec vous sur tous ces sujets. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Gallet, déjà, j'aimerais vous dire que je trouve votre projet très beau. Vouloir ouvrir comme ça le service public à tous les publics, c'est vraiment bien. Mais du coup, j'aurais une question à vous poser. En ce moment, le projet de loi finance est en train d'être étudié. Et du coup, j'aimerais savoir comment vous voyez l'avenir du service public et son financement surtout. Alors c'est même presque bouclé puisque le projet de loi de finances a été voté en tout cas à l'Assemblée. Je crois que le Sénat a décidé de ne pas l'étudier. Donc bon, ça revient à l'Assemblée. Comme vous savez, l'Assemblée a le dernier mot. Pour ce qui concerne le service public cette année, finalement, nous n'aurons pas de coup de pouce particulier puisqu'il y aura une augmentation de la contribution à l'audiovisuel public, ce qu'on appelait la redevance, d'€1 liée à l'inflation. Donc l'an prochain, la redevance sera portée à 138 €. Pour Radio France, ça ne changera pas grand-chose puisque de toute façon, 2017 sera pour nous la 5e année consécutive où notre budget de fonctionnement n'aura pas augmenté, ce qui effectivement nous mène à des mesures d'économie assez fortes et des mesures de développement aussi de nos ressources propres pour compenser. Votre question, elle est intéressante pour l'avenir. Je crois qu'on ne pourra pas rester avec un audiovisuel public qui soit financé seulement par la détention d'un poste de télévision, puisqu'aujourd'hui, vous êtes trop jeune pour encore ne pas payer d'impôts, profitez-en. Aujourd'hui, le fait générateur pour payer la redevance, c'est le fait de détenir un poste, un récepteur de télévision, ce qui d'ailleurs pour financer la radio est assez singulier. Et donc moi je pense que pour l'avenir, compte tenu de ce que votre génération aujourd'hui a comme usage de la télévision ou de la radio à travers des récepteurs mobiles, il doit falloir avoir une assiette qui soit neutre. Et ce n'est pas le fait d'avoir une télé qui détermine. Aujourd'hui, on voit qu'on consomme ces médias différemment. Donc, il y a une réforme qui a été faite dans plusieurs pays, je pense notamment à l'Allemagne, depuis 2013, qui est une redevance universelle où chaque foyer fiscal, donc ça ne concerne pas les étudiants puisque vous êtes rattachés au foyer fiscal de vos parents, chaque foyer fiscal est assujetti à cette redevance. Par ailleurs, elle est mensualisée, ce qui veut dire que globalement, ça vous revient à une dizaine d'euros par mois. Et ça permet, d'éviter les fraudes, de ne pas avoir de coût de recouvrement de cette perception, et 3, de garantir un financement pérenne et un financement ad hoc. Parce que je pense que on voit les pays où l'audiovisuel public a été malmené, sont souvent des pays où le financement vient par des dotations budgétaires. La dotation budgétaire, chaque année, au moment où on vote un budget, elle peut être remise en question. Donc chaque année, le pouvoir politique, qu'il soit exécutif ou législatif, a la capacité à revenir sur ses moyens. Il y a eu un exemple qui a été dramatique, c'est celui du Canada. Pendant presque 10 ans, le gouvernement ou les gouvernements canadiens ont demandé des efforts mais considérables à Radio-Canada, qui est donc l'audiovisuel public canadien qui, contrairement à son nom, recouvre la radio et la télévision. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un audiovisuel public au Canada qui a été terriblement appauvri dans un pays où, en plus, on le sait, vous avez un voisin immédiat dont l'influence
culturelle et sociale et économique évidemment est massive. Et donc là, le nouveau gouvernement élu il y a un an de Justin Trudeau a prévu de réinjecter, je crois, plus de 650 millions de dollars canadiens dans les 5 prochaines années pour pouvoir permettre à l'audiovisuel public canadien de se développer, notamment autour du numérique. Donc on voit que quand on n'a pas un financement qui est spécifique, comme est celui de la redevance, qui est une particularité européenne, hein, clairement, en dehors de l'Europe, il n'y a pas de pays où on ait ce type de financement, ça vous donne de la visibilité, et un patron d'entreprise, quel qu'il soit, ce dont il a besoin, c'est de visibilité, de constance, donc de prévisibilité. Et puis par ailleurs, quand vous êtes un média public, c'est une garantie aussi d'indépendance par rapport au pouvoir politique, et qu'on ne retourne pas à l'âge ancien d'un audiovisuel d'État où il y avait une ligne presque directe, enfin pas presque, j'enlève le presque, entre le politique et les médias d'État. Donc c'est pour ça que ce financement, il doit être modernisé autour des usages pour pouvoir garantir, je vous dis, cette indépendance et cette pérennité du financement. Merci beaucoup. Monsieur Gallet, vous avez mis en marche la modernisation de l'INA, puis de Radio France. Est-ce que c'est une façon de les faire entrer dans une logique de concurrence et de sortir d'une forme d'immobilisme qui est créée par le label service public ? Alors, je sais qu'on est dans une business school ici, mais je vous promets que le service public, c'est pas non plus une vieille administration où vous tirez sur un ticket bleu à l'entrée, que vous attendez que votre numéro passe avant de rentrer au guichet, de parler derrière l'hygiaphone. Non, l'INA est un cas intéressant puisque c'est le plus petit des opérateurs de l'audiovisuel public, et en même temps c'est celui qui est le plus dépendant de ses ressources propres, puisque l'INA est financé à 2/3 par la redevance audiovisuelle et 1/3 par ses ressources propres, avec la vente et la valorisation de ses images d'archives, avec son activité de formation professionnelle et son activité de formation initiale, puis son activité de production audiovisuelle. Donc l'INA est certainement de toutes les entreprises, des 4, celle qui est la plus tournée vers le commerce. Radio France, c'est un autre cas. 90% de notre recette est publique, et pour les 10% restants, aujourd'hui nous avons environ une quarantaine de millions d'euros de recettes publicitaires. Alors là, ça c'est une spécialité du service public, et ça désespère Serge Chic, qui est responsable de ce développement des recettes, c'est que notre actionnaire a décidé de caper notre capacité à faire du chiffre d'affaires, donc nous ne pouvons pas faire plus de 42 millions d'euros de chiffre d'affaires de publicité. Je comprends, pour pouvoir maintenir les équilibres avec les acteurs privés, mais c'est parfois un peu désespérant de se dire attention, juste là il va falloir que je refuse de vendre, parce que sinon je vais dépasser le chiffre d'affaires, ce qui peut un jour nous arriver compte tenu de nos performances d'audience et donc de l'attrait de nos chaînes. Par ailleurs, on se développe sur des ressources autres qui sont liées au bâtiment de la Maison de la Radio. La Maison de la Radio, c'est un bâtiment qui a fêté ses 50 ans en 2013, qui a été inscrit pas plus tard qu'il y a 2 jours patrimoine du XXe siècle, et c'est vrai que c'est un exemple unique à Paris de bâtiment des années 60, avec l'intégralité de ce bâtiment qui a été pensé comme on pensait la radio à ce moment-là, et qui a été plutôt bien pensé, parce que finalement 50 ans après, au moment où on le rénove, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à changer, mais il est quand même assez bien pensé. Mais donc, comme ce chantier coûte très cher à rénover, on a décidé, enfin moi c'est vraiment une des volontés de mon mandat, de l'ouvrir au public et d'en faire un lieu ouvert au public à travers, j'en ai parlé dans mon propos, à travers notre offre culturelle, musicale, mais pas que, à travers des débats qu'on organise régulièrement. On a fait une opération formidable pour les élections américaines qui s'appelait la Nuit américaine, où entre 18h et 8h du matin, le lendemain, nous avons, à travers nos chaînes, organisé des débats avec des journalistes, avec des universitaires, des intellectuels, organisé une masterclass autour de la culture américaine, organisé des concerts
aussi, et nous avons accueilli dans cette nuit-là 4000 personnes, ce qui donnait une ambiance assez sympa à la Maison de la Radio. Donc vraiment, notre but, c'est d'ouvrir la maison et donc derrière d'en faire aussi un lieu qui ramène des recettes propres à travers l'allocation des espaces. Alors, je vous avoue qu'au début, c'était pas très simple. On nous a dit qu'on allait Disneylandiser Radio France, qu'on allait vendre des espaces dédiés au travail aux marchands du temple. Enfin bon, j'exagère à peine, mais c'était quand même un peu ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les esprits que le bâtiment doit être ouvert au public. Donc on doit avoir une offre pour le grand public et que le bâtiment, quelque part, il doit nous permettre aussi de développer nos recettes propres. C'est vrai que quand on a organisé un défilé de lingerie il y a 2 ans, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mais après le défilé, les gens étaient beaucoup plus enthousiastes sur le fait qu'il fallait ouvrir la maison de la radio, y compris à des opérations de diversification. Merci beaucoup. On va peut-être maintenant pouvoir passer aux questions du public. Alors, si vous en avez une, n'hésitez pas à lever la main. Et la gentille Camille viendra avec un micro sans fil. Camille, est-ce que tu vois la main ? Là. C'est bon. Bonsoir, monsieur Gallet. Oula. Pardon. Vous m'entendez ? Ok. Bonsoir, monsieur Gallet. Moi, j'avais 2 questions à vous poser. Tout d'abord, vous avez parlé de l'indépendance des médias vis-à-vis du pouvoir public, enfin vis-à-vis du gouvernement. Pourtant, il me semble que le CSA et que le directeur du CSA est nommé par décret du président de la République et que le dirigeant de Radio France est nommé par l'ensemble des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Comment est-ce qu'on peut réussir à concilier justement cette indépendance des médias et ce mode de nomination? Deuxièmement, j'avais une autre question. On parle souvent de l'exemplarité des services publics, justement en tant que... il me semble que c'est un des rôles des médias publics. Comment est-ce que vous réussissez finalement à concilier cette exemplarité du service public et l'éventuelle implication et votre implication dans certaines affaires liées à la Cour des comptes? Je vous remercie. Alors, sur le CSA, effectivement, donc il y a eu un changement de mode de nomination. En 2009, le pouvoir exécutif avait souhaité changer le mode de désignation et se dire finalement que l'audiovisuel public devait être soumis aux mêmes règles que les autres entreprises publiques, que ce soit EDF, la CNCF ou la RATP, et de se dire finalement c'est l'actionnaire qui décide et qui choisit. En 2013, nouvelle loi qui redonne au CSA ce pouvoir. Alors moi j'ai bien connu les deux, puisque en 2009, effectivement, comme vous le rappeliez, j'étais au cabinet de la ministre de la Culture et de la Communication qui a porté cette réforme, qui avait sa logique, où on se dit finalement l'État, qui est actionnaire à 100% de ces entreprises, doit pouvoir choisir les dirigeants, comme elle choisit les dirigeants d'EDF. Je crois que voilà, en termes d'indépendance de notre pays, d'avoir un opérateur d'énergie aussi puissant qu'EDF, et donc de choisir les gens qui le dirigent, c'est quelque chose d'important. Donc il y a une modification qui a été incluse, y compris dans la loi organique, donc rattachée à la Constitution, pour ça. Ça avait quand même un inconvénient, c'est que moi je considère que les entreprises de médias ne sont pas des entreprises exactement comme les autres, pour une raison, c'est ce que je disais à la fin de mon propos, c'est qu'on on a un rôle qui est un rôle citoyen qui doit permettre aux citoyens finalement d'éclairer sa prise de décision au moment où on n'est pas les seuls, c'est absolument pas un monopole, mais en tout cas c'est une de nos missions, me semble-t-il, au moment où le citoyen accomplit son devoir civique. Voilà, on a cette mission-là
qui est déclaré. Et donc les médias et les médias publics ne sont pas des entreprises comme les autres. Donc en 2013, on a changé la règle et on a redonné au CSA ce pouvoir en changeant au passage la composition du CSA. Aujourd'hui, le président du CSA est nommé par le président de la République et c'est le seul. Et les 6 autres membres sont nommés, 3 par le président du Sénat, 3 par le président de l'Assemblée nationale, après validation des commissions parlementaires compétentes à une majorité qualifiée. Donc, c'est-à-dire que les membres du CSA, il y aura un renouvellement au mois de janvier prochain, on ne pourra pas nommer, voilà, ce ne sera pas le fait du prince, ce sera des gens qui seront proposés par le président de chaque assemblée et qui sera validé, appuyé par les commissions. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on a un système qui a gagné dans le sens où on a redonné de la distance entre le politique, l'exécutif en l'occurrence, et l'entreprise de médias publics qui est aujourd'hui voilà, un rôle qui n'est pas neutre dans le rôle social dont je vous parlais. Après, est-ce que c'est le modèle idéal? Je crois qu'il n'y en a pas. Et si vous regardez à l'étranger, la BBC, c'est le conseil d'administration. Et là aussi, c'est vrai que dans une boîte normale, c'est le conseil d'administration qui choisit ses dirigeants. En Allemagne, vous avez un organisme indépendant aussi qui s'appelle la KEF, donc qui gère à la fois la redevance audiovisuelle, donc les moyens, et qui qui gère ces moyens-là. Et par contre, les services publics, chaque entreprise, c'est le conseil d'administration qui choisit. Et dans les conseils d'administration, vous avez des représentations politiques. Donc on est vraiment dans un système très à l'allemande, assez équilibré. Donc voilà, il n'y a pas de modèle. Est-ce que le modèle changera? Je ne sais pas. Et puis je suis très mal placé au fond pour en parler. Il n'y a pas de modèle idéal. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, de confier au CSA, qui est une autorité publique indépendante, ce mode de nomination a permis de renforcer l'indépendance du dirigeant. Et puis, j'en suis le témoin. Je pense que dans la crise que Radio France a traversée et que j'ai traversée par la même occasion au printemps 2015, le fait que j'ai été nommé, vous l'avez dit en plus à l'unanimité des membres du CSA, et non pas nommé par le pouvoir exécutif, m'a permis de tenir. Parce que tout simplement, il n'y a que le CSA qui peut me retirer mon mandat. C'est lui qui me nomme et c'est lui qui peut retirer le mandat de façon justifiée. Donc c'est vrai que ça donne aux dirigeants une capacité, une liberté. Je pense que tout le monde a suivi les débats que j'ai pu avoir avec la ministre de la Culture et de la Communication à l'époque. C'est vrai que s'il y avait eu un lien un peu à l'ancienne, ce serait certainement pas... la fin n'aurait pas été exactement la même. Après, sur votre question concernant l'exemplarité, au fond, c'est l'exemplarité qui, aujourd'hui, dans une société qui est en doute, une société dans laquelle le chômage, et notamment le chômage chez les moins de 25 ans, est quand même très important, exige de ces décideurs publics, les élus et les responsables d'entités publiques, évidemment un besoin d'exemplarité, un besoin de se dire, voilà, pendant que certains se serrent la ceinture, les autres s'amusent. Je crois que quand on connaît la réalité de l'intérieur de nos entreprises, on est loin de ça. Quand vous regardez les 10 plus hauts salaires des dirigeants de Radio France ou des dirigeants de France Télévisions, ça n'a rien à voir avec nos homologues du service public européen. Et ça n'a rien à voir évidemment avec nos homologues des radios ou des télés commerciales. Après, il ne faut pas tout mélanger entre la Cour des comptes et ce genre de choses. La Cour des comptes a une mission constitutionnelle de contrôle et d'audit de l'ensemble des entreprises et des services publics en général. Elle fait des bonnes recommandations. Parfois, elle passe un peu à côté aussi de certains sujets. Moi, quand je suis arrivé, la Cour des comptes terminait son audit sur Radio France. Donc pour moi, c'était plutôt bien d'arriver, d'avoir un audit tout fait par la Cour des comptes. Il y a certaines recommandations de la Cour des comptes que je considérais et que je considère toujours comme pas pertinentes, notamment la fusion des rédactions de Radio France, parce que je considère que le pluralisme y perdrait en fusionnant. Après, elle fait des recommandations que d'ailleurs nous suivons au sein de l'audit interne pour voir effectivement la mise en place d'un certain nombre de process.
pour améliorer, et on peut tout le temps s'améliorer. Après, il ne faut pas tomber non plus du côté de regarder par le petit trou de la serrure et de se dire que dans le service public ou les services publics, il n'y a que des problèmes de taxi. Il y a eu la question de l'INA, j'y reviendrai pas. On a remis ça avec l'Opéra de Paris il y a quelques mois. Je crois qu'au fond, il y a ce besoin d'exemplarité, mais il ne faut pas non plus confondre un sujet qui certes peut intéresser ou questionner le grand public, mais qui, pour des entreprises de cette taille-là, effectivement, est un sujet secondaire, des problématiques de fond qui sont les problématiques de gestion, de performance. Et je veux dire, de parler de performance quand vous dirigez une entreprise publique, ce n'est pas tous les jours évident, et de comment améliorer finalement nos missions, nos services, nos offres, en améliorant notre performance, c'est-à-dire en gérant mieux les données qui nous sont confiées. Merci beaucoup. Peut-être passer à une autre question. Oui. Premier rang, très intéressé, effectivement. C'est les bons élèves au premier rang. Ce sera au fond à droite. Vous m'entendez ? Je voulais juste savoir, ma question sera un peu plus simple, je dirais. Si la radio dite traditionnelle, donc composée seulement de son, est menacée en fait par l'image en soi, la télévision, parce qu'on voit beaucoup de chaînes de radio qui ont maintenant recours à l'image, qui enregistrent par vidéo leurs émissions, ou alors, au contraire, est-ce que ça reste deux moyens de communication fondamentalement différents qui ne se menacent pas entre eux ? Une menace, je ne pense pas que ce soit une menace, la télé versus la radio. Enfin, on l'a dit, c'était même le titre d'une chanson de la fin des années 70. Bagels, pour ceux qui... Video Kills the Radio Star. Mais pour ceux qui aiment la disco. Donc, je pense que au fond, l'enjeu, il n'est pas entre la radio et la télé aujourd'hui. On voit qu'on répond à des habitudes différentes. La radio, notre prime time, c'est le matin, parce que c'est quand même le moment où les gens écoutent la radio en se levant, prenant leur petit-déj, en prenant leur douche ou dans leur voiture quand ils conduisent. La télé, son prime time, c'est plutôt le soir quand ils rentrent chez eux. Et ça reste encore des tendances qui sont très fortes. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pour nous, pour un média qui n'est que sur le son, et où il y a une spécificité du son, et je crois qu'il ne faut pas la perdre, parce qu'il y a un rapport à l'imaginaire autour de la voix, autour du son, qui est très important aussi, mais il y a une réalité, c'est qu'on est de plus en plus dans une société de l'image. Et c'est vrai que la place de l'image, d'ailleurs la preuve, voilà, je parle, il y a des caméras qui me filment, je pense que je serais venu il y a 5 ans, il n'y avait pas ces caméras-là. Et puis pendant que je parle, vous êtes sur Twitter ou voilà, vous avez un Facebook Live, je ne sais pas. Enfin bon, voilà. Donc aujourd'hui, on doit intégrer toutes ces problématiques, ce qui pour nous effectivement une remise en question fondamentale, à la fois de ne pas perdre notre spécificité de médias radio, donc autour du son et de la voix, et en même temps inclure l'image pour pouvoir toucher un public qui sinon ne viendrait pas vers nous. Et je pense particulièrement au public le plus jeune. Il y a vraiment, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, c'est rentré dans les usages, il y a même une demande de plus en plus forte, et c'était aussi ce qui nous a conduit dans le projet France Info, c'était de se dire, bon, on va être vraiment un média 360 en ayant la radio, le numérique et la télé. Donc je ne crois pas qu'il y ait une cannibalisation. Et d'ailleurs, si on prend le cas de France Info, la radio a progressé fortement sur ses audiences radio. La télé qui partait de zéro, donc elle pouvait forcément que progresser, même si aujourd'hui on est encore dans des audiences qui sont réduites. Donc on est venu apporter autre chose. En même temps, il faut vraiment s'habituer et s'adapter aussi au changement, d'où la place de l'image qui est pour nous de plus en plus importante. De l'image et du texte aussi, parce qu'on le voit bien à travers les réseaux sociaux, la question du texte est devenue une question importante. On va prendre une dernière question du public avant de terminer. Devant peut-être ? Deux dernières, allez-y.
C'est parce qu'il y en a plein devant, là, et je veux pas qu'ils soient frustrés non plus. Bonsoir. J'avais une question qui est la suivante. Comment voyez-vous l'avenir de l'audiovisuel public entre Radio France, France Télévisions, l'INA et France Média Monde? Parce qu'on parle parfois d'une BBC à la française. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Merci. Alors moi, les questions de structure, j'avoue, elles me passionnent assez peu. Parce que j'en ai connu, pareil, j'ai connu la création de l'entreprise unique France Télévisions, qui précédemment était une holding et qui a fusionné en une avec la loi de 2009, qui a mis quand même 5 ans à être ce qu'elle est devenue. Et je crois que la Cour des comptes, pour le coup, qui a rendu son rapport sur France Télévisions il n'y a pas très longtemps, a noté que ça avait plutôt enchéri le coût de fonctionnement de France Télévisions. Il y a le cas de France Média Monde, où on a rapproché RFI et France 24, qui étaient sur 2 modèles très différents, 2 médias différents, et je ne suis pas sûr que ça a permis de faire beaucoup d'économies, surtout que derrière, avant, il y a eu 2 plans sociaux qui ont été coûteux à RFI pour pouvoir amener cette réforme. Et puis j'ai mon expérience aujourd'hui, c'est qu'une des raisons qui a amené la grève du printemps 2015, c'est qu'on a certainement d'abord posé des questions de structure, de réforme de structure, avant de s'intéresser aux réformes de fond, à celles de l'offre et donc des projets. Et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, sur France Info, si on avait commencé à se dire on crée une structure et puis après on verra ce qu'on met dedans, on y serait encore. Donc je suis très, très réservé sur le fait de recréer un ensemble, même si on a besoin d'un pilotage, bien sûr, renforcé, de cohérence renforcée, et que c'est notre rôle aussi, nous, les différents dirigeants, de le faire, mais on doit tous gagner en agilité, et je ne suis pas sûr que de recréer de plus ou moins 17 000 collaborateurs qui couvrent à la fois de la télé, de la radio, nationale, internationale, régionale, ultramarine, on y gagne beaucoup en agilité. Et si je prends le cas de la BBC qui bénéficie d'une aura très positive en matière de contenu, et notamment les documentaires de la BBC sont parmi les documentaires les plus remarquables au niveau international. En termes de gestion, c'est pas non plus la panacée, la BBC. Ils sont plus nombreux que nous tous réunis. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui... Et puis, est-ce que ça correspond exactement à ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est-à-dire gagner en agilité? Je m'interroge, enfin, vous avez compris dans quel sens je m'interrogeais. Enfin, peut-être la deuxième dernière question. Voilà, Grêle, si tu peux passer le micro ici. Merci. Bonsoir, monsieur. Moi, ma question porte sur toujours le souci d'indépendance de la presse. On sait qu'il y a une grande défiance vis-à-vis des milliardaires qui aujourd'hui sont en train de racheter la plupart des groupes de presse de notre pays. Je pense notamment à la méfiance qu'avaient eu les journalistes de Libération lorsque M. Drahi avait racheté le journal. Mais c'est aussi le cas, par exemple, lors de la grève d'ITélé. On a pu voir aussi une certaine méfiance vis-à-vis de ces grands patrons qui s'approprient un peu les médias français. Donc, est-ce que vous pensez, vous, que le service public et les médias publics sont le dernier rempart face à ce rachat de la part des intérêts privés de la presse? Ou est-ce que vous voyez également dans les médias qui essayent d'assurer leur indépendance uniquement grâce au soutien de leurs lecteurs, je pense par exemple au Monde Diplomatique ou à Mediapart, est-ce que vous pensez que ces modèles-là sont amenés à prendre plus d'importance à l'avenir et sont plus intéressants pour assurer une indépendance? Et j'aurais une deuxième petite question sur... Excusez-moi, je sais qu'on est un peu pressé, mais bon. Vous semblez donc vouloir parler beaucoup de la transformation des médias, notamment avec les nouveaux formats type Internet ou applications sur smartphone. Vous voulez d'ailleurs mettre l'application France Info sur tous les smartphones. Et justement, il y a une différence de traitement entre la presse écrite et la presse sur Internet au niveau de la taxation. On sait que la TVA est réduite à 2,1% pour la presse écrite. Elle n'est pas pour la presse sur Internet.
C'est notamment un souci qui préoccupe Mediapart, qui se voit afficher un petit Je redressement voyais très fiscal. bien à qui vous faisiez référence. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut un alignement de cette taxation pour favoriser ces nouveaux types de contenus numériques? Alors, au fond, sur les 3 modèles dont vous avez parlé, médias financés sur fonds publics, médias financés par l'achat et la publicité avec un actionnariat privé, et puis médias, j'ai envie de dire presque participatifs. Il y a les jours aussi, je pense, dans les nouveaux médias qui sont natifs, numériques ou Mediapart évidemment, qui est donc là où vous avez un financement, une contribution par adhésion du lectorat. Je pense qu'il y a la place pour les 3. Pour des médias engagés, je pense effectivement que le système du financement par un abonnement payant est un modèle qui marche. Et d'ailleurs, Mediapart le prouve, et j'espère pour les jours que ça marchera aussi pour eux à plus long terme. On est là dans un média qui a une affinité intellectuelle forte avec un public particulier et qui, à mon avis, peut fonctionner. Je pense que les exemples, hélas, il ne peut pas y en avoir beaucoup. D'ailleurs, la preuve, c'est que des équivalents de Mediapart, il n'y en a pas tant que ça qui sont pleinement... Enfin, il y a le Canard enchaîné quand même, parce que vous parlez de Mediapart, mais l'exemple le plus ancien, c'est le Canard enchaîné, qui certes ne vit pas par des dons d'abonnement, mais il y a des abonnés au Canard, et puis il y a l'acte d'achat, mais il n'y a pas de pub sur le Canard. Sur les médias privés qui aujourd'hui sont détenus par ce que vous appelez des milliardaires ou des millionnaires, je veux dire, hélas, c'est pas nouveau. Vous êtes jeune pour ne pas avoir connu les cas précédents, mais maintenant, depuis une trentaine d'années, c'est comme ça en France, et d'ailleurs pas qu'en France. Ça correspond aussi à une problématique, c'est que les médias d'information, ça coûte cher à produire. Et il faut peut-être s'interroger pourquoi ça coûte cher à produire. J'ai quelques réponses. Et tout simplement, l'information, c'est coûteux. Notamment, si vous voulez, une information diverse, internationale, s'il faut entretenir un réseau, c'est coûteux. Après, je vais vous dire, ça dépend complètement de l'actionnaire. Il y a des actionnaires plus ou moins interventionnistes. Ça dépend aussi du rôle du manager et de la façon dont le manager protège en même temps l'indépendance de sa rédaction et en même temps est là pour défendre, au fond, ramener des recettes, en tout cas être à l'équilibre. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui de ces médias-là qui sont à l'équilibre. Et puis après, vous avez l'audiovisuel public où son indépendance, elle vient, c'est la réponse que je faisais à votre camarade, à la fois du mode de nomination du dirigeant qui doit lui permettre effectivement d'avoir couper le cordon ombilical avec le pouvoir politique et de son financement, parce que quand même c'est le nerf de la guerre, tout ça, par un financement pérenne qui n'est pas remis en question tous les ans. Parce que finalement, vous pouvez vous dire, moi je ne touche pas à la nomination, c'est pas mon truc, et puis finalement tous les ans, on a connu ça par le passé, clac, c'est par les cordons de la bourse que tu tiens les gens par où je pense. Donc voilà. Non, mais ça s'est vu il y a une vingtaine d'années. Il y a un dirigeant de France 2 à l'époque qui avait été nommé par le CSA. C'était la première nomination du CSA. Le CSA avait été nommé en 89, avait été créé en 89. Voilà. Le choix n'était pas du tout celui que le pouvoir politique de l'époque souhaitait. Je veux dire qu'ils lui ont mené une vie d'enfer. Le type, au bout de 2 ans, même pas 2 ans, il a démissionné. Donc, je veux dire, la question du financement est clé pour assurer votre indépendance. Pour répondre à votre question sur la TVA, c'est un sujet que j'ai bien connu, pareil, quand j'étais rue de Valois, puisque j'avais le secteur de la presse écrite. On a fait vraiment, dans mon portefeuille, on a fait vraiment beaucoup de travail à Bruxelles, puisqu'en fait, c'est une réglementation au niveau des services en ligne. Et aujourd'hui, le travail de lobbying de la France a toujours pas porté. Et c'est vrai qu'on peut se dire, entre des médias qui sont finalement comme des médias traditionnels, mais qui ont une TVA comme un service de e-commerce,
C'est vrai que c'est la même TVA qui s'applique à Mediapart ou à vente privée. Ce n'est pas exactement le même rôle que joue Mediapart et vente privée. Le seul truc, c'est que c'est un combat qui doit être mené au niveau européen pour qu'ensuite on puisse transposer en droit français ce sujet-là. Et voilà, c'est un sujet qui doit être porté à ce niveau-là. Merci beaucoup, Monsieur Gallet, pour cette très belle conférence qui clôturera effectivement le cycle de conférences de notre petite promotion. Et on va laisser la place au niveau de l'année prochaine. Merci à tous.